Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau JDE, le journal du e-commerce, votre émission. Vous avez l'habitude qui décrypte, commente et analyse les actualités retail et e-commerce. Et comme toujours, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour Charles, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Eh bien, merci à toi pour ta présence, hein. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous encourage à vous abonner pour tous celles et ceux que ce n'est pas fait. Et vous pouvez aussi suivre notre édito, vous abonner à notre édito qui sort chaque semaine sur e-commerce nation avec toutes les actualités qu'on sort sur notre média. Avec Nicolas, on décrypte quelques actualités. Il y en aura deux aujourd'hui, mais sur e-commerce nation, il y en a 4-5 qui sortent par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site, mais aussi sur nos réseaux. Un grand merci à notre partenaire avant qu'on commence. Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de Spring à la fin de l'émission. Et comme je te le disais, Nicolas, aujourd'hui, je te propose deux actualités au programme qui sont liées. Tu vas voir, on va parler dans un premier temps de Vinted, qui est le premier vendeur de vêtements en France, devant Amazon et Kiabi. Et ensuite, on parlera de Shein, un petit peu dans le sens inverse, hein, qui a reçu un appel à l'ordre de la Commission européenne. Voilà, deux actualités qui sont liées, que vous pouvez retrouver. Il y a des études, des enquêtes sur e-commerce nation. Là, on va décrypter tout ça avec Nicolas. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut attaquer? Parfait. Allez, on y va. Vinted, donc, premier vendeur de vêtements en France devant Amazon et Kiabi, hein. Le marché français de l'habillement poursuit sa mue, on va dire, hein, direct par la montée du e-commerce, l'explosion de la seconde main et l'arrivée de nouveaux acteurs disruptifs, hein, si je peux le dire ainsi. Le baromètre consommateur, donc, qui est retrouvé sur e-commerce nation, de l'Institut français de la mode, un IFM, publié au premier trimestre 2025, offre une photographie détaillée des canaux de vente, des marques les plus plébiscitées et des comportements d'achat par catégorie de produits. C'est une enquête mensuelle qui a été menée auprès d'à peu près 1250 consommateurs représentatifs. Est-ce que dans un premier temps, Nicolas, tu peux nous parler de ce trio de tête? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager? Oui, super intéressant comme étude, hein. Donc, comme tu l'as évoqué, on retrouve un trio de tête qui Mm. fait la différence, qui est emmené par Vinted, qui s'impose comme le premier vendeur de vêtements en France. Ouais. Donc, ça, c'est quand même, on en parlait déjà dans nos précédentes émissions, un marché de l'habillement qui se restructure Mm. de par l'attente des consommateurs sur un mode de consommation beaucoup plus sain, Mm. beaucoup plus respectueux de l'environnement aussi. Donc voilà, il y a Vinted qui, dans cette analyse, ressort très fortement. Et derrière, on retrouve Amazon qui est deuxième du classement et ensuite Kiabi, troisième, qui est la première enseigne physique dans ce top 3. Donc voilà, ça nous donne déjà des tendances. L'aspect digitalisation, Ouais, voilà, de déjà. retrouver des acteurs qui sont vraiment des purs players. Et donc, bah, des acteurs aussi qui proposent des bons prix, des opportunités. Voilà, on sent que ce marché de l'habillement est en train d'évoluer, au Ouais. moins dans ses canaux de distribution, mais aussi dans le comportement des consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, on le voit, hein, la performance de Vinted reflète l'engouement massif pour l'occasion. Et ça se traduit à peu près 10,9 des achats d'habillement en valeur totale. Et pour les 18-34 ans, ça représente 16,3%. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir ce référentiel selon la typologie de consommateur. Et donc, c'est quelque chose qui va continuer d'augmenter cet aspect de seconde main et qui risque de conforter la place de Vinted ou d'encourager Mhm. d'autres acteurs plus traditionnels à proposer de la seconde main. Ok. Donc voilà, autrement dit, un vêtement sur 10 en France est de seconde main et chez les jeunes adultes, cette part approche 1 sur 6. Ok, bah intéressant, merci pour cette introduction, on va dire, de cette étude. Et le e-commerce dans tout ça, ça représente quoi désormais en France? Parce que bon, l'habillement, la mode, ça a toujours été une consommation beaucoup en magasin, beaucoup en physique. Bon voilà, comme je le disais en introduction, tout ça est en train un petit peu de changer avec évidemment le digital, le e-commerce aussi. Qu'est-ce que nous apprend cette étude sur le e-commerce et quelle place a le e-commerce en France désormais? Sur la mode, Sur la mode. c'est un vrai sujet. On voit que c'est assez
simple à traiter en termes de livraison. Tout ce qui est habillement, mode, voilà, c'est des produits qui sont relativement petits. Après, il faut gérer les déclinaisons et différents modèles. Donc voilà, on sait que le e-commerce a vraiment fait ses armes, on va dire, sur la partie de la mode. Donc ça, c'est intéressant de voir sur ce marché historique comment il évolue et il arrive à maturité aujourd'hui. Le e-commerce représente 3 achats sur 10 sur ce Ok. secteur-là. Donc voilà, on est à peu près à 30%, 29,4% des ventes d'habillement en valeur selon le baromètre. Ok. Donc ça comprend pas mal de sites e-commerce d'enseignes et de marques, hein, les pure players aussi comme Amazon, Shein et les plateformes de Mhm. revente, Vinted, Le Bon Coin, qui pèsent euh, à elle seule 15% du chiffre d'affaires en ligne. D'accord. Donc cette donnée confirme que la seconde main est vraiment un moteur e-commerce de l'habillement, vu que ça représente plus de la moitié du chiffre d'affaires online Mhm. chez certains acteurs. Ok. Puisqu'on parlait de 30%, euh, ça représente 15% les plateformes de revente Mhm. de l'ensemble. Donc voilà, on voit qu'il y a une émergence et c'est un secteur qui doit se renouveler de par cette nouvelle appétence de la seconde main. Et pour les marques, c'est une possibilité pour créer davantage de valeur, puisque un vêtement, bah, si je le revends plusieurs fois, ou même si je le répare, que je Ouais. l'entretiens, bah, je recrée de la valeur dessus. Et aujourd'hui, bah, on est dans un système, je suis une marque, je vends un produit à un consommateur, et après le consommateur va le revendre, Mhm. et donc voilà, il récupère de l'argent. Donc je pense qu'il y a un vrai savoir-faire, notamment en France, pour structurer une économie autour de la seconde main. Et quand on voit l'appétence des Français pour Le Bon Coin, qui est vraiment une particularité européenne, Ouais, ouais. ça montre qu'il y a un virage et que la mode peut tirer parti de ce nouveau modèle. Ok, donc 3 achats sur 10 sont sur le e-commerce et 1 sur 10 de ces achats est de la seconde main, en fait. Donc voilà, si on doit résumer un petit peu les 2 premiers points qu'on a abordés ensemble. Ce baromètre, il est super complet, hein, et une nouvelle fois, vous pouvez le retrouver sur notre site. C'est quoi un petit peu les produits les plus vendus? Est-ce que tu peux donner un peu un panorama, des produits les plus vendus, via ce baromètre, en fait? Ce qu'il nous apporte? Oui, alors dans cette étude, on ressort plusieurs éléments. Pour les femmes, on va retrouver 3 produits en tête, les jeans, les t-shirts et les robes. OK, Donc voilà, jean, t-shirt, ça reste du classique qu'on va retrouver également chez les hommes. OK. Donc t-shirt, jean et chemise pour les hommes. Donc voilà, des produits qui sont assez accessibles, qui sont des paniers moyens. On sait que sur les t-shirts, les déclinaisons sont plutôt simples à gérer. Mmh. On connaît sa taille, c'est facile à commander. On est sur des prix qui sont relativement abordables. Et donc, ça peut être plus un achat au coup de cœur. Ouais. Ah, j'ai trouvé ce t-shirt qui est plutôt joli, que ce soit à travers les influenceurs, les créateurs de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Jean aussi, généralement, les gens connaissent leur marque et donc il y a une facilité pour se repérer. Et OK. donc ça, c'est ce qu'on observe aussi sur les plateformes de seconde main. Dire, ah, je prends habituellement telle marque en telle taille. Telle taille, ouais. Bon, c'est facile de retrouver après Mmh. dessus. Donc il y a moins de surprises. Et donc je pense que l'avènement de la livraison gratuite et des retours gratuits permettent aussi de lever ce frein-là. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués et je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus souple avec les retours que propose Vinted. Bref, il y a un rapport à la livraison et au retour, je pense, qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. Donc, si on doit en tirer des conclusions, T-shirt est la pièce la plus populaire, Ouais. toujours confondue, hein, mais l'une aussi des plus low cost, avec des prix moyens tirés par le bas, Mmh. par l'offre d'entrée de gamme, bien sûr, et notamment venus de plateformes comme Shein ou Temu. OK. Bah, Shein, justement, on va en parler, dans quelques instants sur l'actualité numéro 2. On va rester un petit peu sur ce baromètre. On a parlé des chiffres importants. On a parlé ici, par exemple, des produits les plus vendus. Qu'est-ce que nous apporte, d'autre, ce baromètre, ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre, avec ce contenu? Oui, alors le baromètre nous évoque pas mal de choses, notamment la cohabitation de plusieurs modèles. Mmh. Euh, donc je pense vraiment c'est une cohabitation, parce que là on a parlé du top 3, Ouais, oui, oui. mais en fait
il y a ces plateformes de revente de seconde main, il y a les places de marché et puis après, il y a les marques et aussi les boutiques physiques. Mmh. Donc, ça serait, peut-être un peu trop rapide de se dire, «Ah demain, tout va passer, par une plateforme comme Vinted». Ouais. Non, on sait que c'est un ensemble de points de contact et je vais me rendre en magasin pour découvrir des produits neufs, avoir, Oui. de l'expérience, voilà, avoir aussi du conseil et de la découverte produit. Donc ça, c'est un élément, très important pour les consommateurs et donc ça va, s'incruster dans un parcours d'achat, la différente, les différents profils. Donc on retrouve des enseignes historiques physiques, hein, comme Kiabi, Zara, des pure players internationaux, comme Amazon, des plateformes C2C comme Vinted, les acteurs fast fashion Mmh. importés, comme Shein, Temu, des enseignes pardon, omni-canal comme H&M, C&A, qui adaptent leur stratégie digitale. OK. Et donc, ça crée un paysage concurrentiel complexe, où la capacité de fidéliser, c'est vraiment l'enjeu. Mmh. C'est de se dire, «OK, peut-être je vais faire de l'acquisition en ligne, mais comment je génère du flux, aussi en magasin?» D'avoir une certaine agilité, dans, le parcours, client. OK, bah, merci pour, toutes ces informations et peut-être pour conclure sur cette première actualité, ce serait quoi un petit peu, ton bilan à tirer de ce baromètre, si on devait aller, retenir, 4-5 points importants? Oui, alors, plusieurs, conclusions, hein, s'imposent suite à cette étude et plutôt même des constats stratégiques. OK. Si vous êtes dans la mode, dans cette industrie-là, n'hésitez pas à nous dire, quelle est votre Mmh. sensation et sur quel projet, vous souhaitez, miser, sur ces prochaines années. Et donc, nous, ce qu'on a identifié à travers ces études, il y a vraiment 3 axes. Déjà, 1er axe, c'est que le marché est mûr pour des solutions, circulaires. OK. Ouais. Dans les précédentes années, on sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Parfois, voilà, c'était de la communication, Ouais. mais maintenant, on arrive sur des solutions, de prestataires qui sont éprouvés. Mmh mh. Il y a les consommateurs qui sont déjà habitués à des plateformes, comme Vinted. Donc la partie seconde main, revente ou encore location, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent aussi davantage vers la location. Oui. Donc pour les moins de 35 ans, voilà, c'est un vrai potentiel de Mmh mh. marché. Mmh. Donc, c'est une vraie opportunité pour votre entreprise d'être dans une logique beaucoup plus, circulaire. Donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose, à se pencher dessus Mmh. et où vous pouvez faire une différence en termes de positionnement et aussi de création de valeur. OK, donc ça, c'est le premier point, le Ouais. marché est mûr. Deuxième point, ce serait lequel? Le e-commerce habillement est désormais, structurel, avec, 3 achats sur 10 réalisés en ligne. Mmh. Donc c'est quand même assez fort, hein, 30 et les jeunes consommateurs, vont être enclins à encore plus consommer en ligne. Donc je pense que cette proportion va évoluer et donc la partie, chercher des prix bas, mais aussi, de la transparence, va aider à structurer, davantage le marché, OK. puisque, je vais pas spoiler la seconde Mmh. actualité, mais la régulation, commence à venir et montre, cette nécessité d'avoir une conformité produit, et une éthique et une certaine Ouais. traçabilité Mmh. par rapport à tout ça. Donc on va se tourner vers un commerce plus, responsable et un e-commerce, beaucoup plus dynamique. Mmh. Donc voilà, ça, c'est le deuxième axe, d'avoir un e-commerce de la mode beaucoup plus structuré. OK, donc deuxième axe, e-commerce de la mode structuré et le troisième axe, je crois que tu vas nous parler de soldes et promotions. Exactement, le poids, des soldes et des promotions reste, extrêmement élevé, hein. Voilà, on en a parlé des plateformes chinoises, donc il y a un très fort appétence là-dessus et aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de pouvoir d'achat, de codes promo, Mmh. de soldes. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie compréhension des modèles tarifaires. Peut-être que demain avec l'IA, on va questionner directement, quel est le meilleur prix pour, tel Ouais, c'est ça. produit ou à Mmh. quelle période de l'année, je peux trouver le meilleur prix, pour acheter, tel vêtement ou Mmh. telle marque. Hem, donc voilà, je pense que, les mécaniques tarifaires seront, extrêmement importantes, mais qu'il ne faut pas forcément dégrader Oui. pour, ne pas, diminuer la valeur perçue de Mmh. sa marque. OK. Donc vraiment, je pense que là, ça reste un vrai sujet pour motiver l'acte d'achat, mais pas non plus avoir, des stratégies, tarifaires trop agressives
parce que ça dévalorise les marques, et ça, on l'a bien vu. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette première actualité, hein. Vinted qui est le premier vendeur de vêtements en France devant Amazon et Kiabi. On a pas mal parlé, en tout cas, du sujet de la deuxième actualité. On va parler de Chine. C'est OK pour toi si on bascule vers cette actualité numéro 2? Ouais, parfait. Et justement, donc, un Chine qui se positionne sur ce baromètre, hein, qu'on vient d'évoquer avec Nicolas, à la 5e place en volume des vendeurs de vêtements en France. La plateforme chinoise, elle séduit par ses prix, comme tu le disais, ultra compétitifs. Mais elle est désormais confrontée à une double pression réglementaire et fiscale. Et c'est donc notre deuxième actualité, un Chine qui a été, entre guillemets, épinglé par la Commission européenne. Et on va vous parler de tout ça. C'est tout récent, ça date du 26 mai 2025, donc du 26 mai dernier. La Commission européenne et le réseau CPC, donc Consumer Protection Cooperation, a notifié à Chine une série de manquements qu'ils ont jugés graves aux règles de protection des consommateurs. L'enseigne Chine donc est désormais sommée de se mettre en conformité avec le droit européen. C'est une mise en garde formelle qui illustre la montée en puissance des régulateurs face aux dérives de certaines plateformes transfrontalières. On a déjà évoqué certains de ces sujets pardon, dans les JDE précédents avec Nicolas. Et là, c'est devenu concret. Est-ce que dans un premier temps, Nicolas, tu peux nous parler justement de cette enquête qui a mené à cette mise en garde? Ça part de quoi tout ça? Oui, alors, cette action découle, d'une enquête coordonnée entre, la Commission européenne et des autorités, nationales, Ok, notamment, de 4 pays, membres. On va retrouver, la Belgique, la France, l'Irlande et les Pays-Bas. d'accord. Donc ces derniers vraiment ont travaillé, sous l'égide, du réseau CPC, composé des autorités de protection des consommateurs, Ok, des 27 États membres. Il y avait notamment, Norvège et Islande qui sont greffés, ont été assez, ok. proactifs aussi sur ces sujets-là. Donc, ça qui est intéressant, c'est de se dire, OK, il y avait, déjà un sujet au Mm. niveau européen, Ouais, on l'avait déjà évoqué dans les carrément. actualités, Ouais. et notre préoccupation, c'est de se dire: «OK, comment ça va se mettre en marche?» Et là, ce qui est positif, c'est qu'il y a des autorités nationales de plusieurs pays qui prennent à bras-le-corps le sujet, et donc, voilà, ça va permettre, je pense, de durcir et de structurer tout ça, Ok. et peut-être de donner un petit peu plus de vigueur, on va dire, aux mesures, protectionnistes, vis-à-vis de ces acteurs. Donc l'objectif, c'est de protéger, les consommateurs européens en imposant une vigilance accrue, sur les places de marché, les sites e-commerce opérant, sur le continent, y compris, ceux établis, hors Union européenne comme Chine. Donc, on va retrouver plusieurs pratiques, hein, c'est ça qui posait problème. Ça peut être, voilà, des politiques tarifaires, déloyales, quoi, qui mettent désavantageuses, qui ne sont pas saines, Mhm. de non-respect, des coûts, la qualité des produits, peut-être d'avoir aussi, bah, des faux, des contrefaçons, Ouais, tous ces ça c'est éléments-là. sûr. Donc au final, ça affaiblit beaucoup d'acteurs européens, et donc là, c'était de trouver, certains codes, certaines normes pour protéger, les marchés européens. Ok. Bon, on en sait un petit peu mieux justement sur l'enquête, qui est-ce qui a participé à cette enquête, qui est-ce qui l'a menée, voilà, comment ça s'est passé. De toute façon, tout est disponible sur notre site, hein, si vous voulez plus de détails. Voilà, sur cette enquête, là, on a centré un petit peu l'information. Mais concrètement, suite à cette enquête, qu'est-ce qui ne va pas chez cet acteur Shein? Oui, alors, ce qui a été listé, c'est 6 infractions. Ok, Donc le rapport, d'enquête est vraiment, concret là-dessus. 1er élément, c'est, faux rabais. ok. La Ouais. plateforme affiche des réductions trompeuses, en se basant sur les prix de référence Mhm. et pas réellement sur, les prix antérieurs. Donc, Mhm. ça, heu, c'est pour induire le consommateur, dans la mauvaise direction. Prix de référence, et: «Ah, je vois tel produit, ça ressemble, à telle marque, bah, du coup, je vais afficher le prix, de la marque en question, Ok. alors que le produit ne convient pas». Donc Ok. là, il y a vraiment un rabais, qui est faux. 2e point, c'est les techniques de vente agressives, D'accord. donc notamment sur la partie, d'urgence. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'on a souvent beaucoup de messages incitatifs, Ouais, c'est vrai. et beaucoup de marques le font. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point ils jugent que c'est des techniques de vente
agressive. Donc il y a la partie décompte, plus que 2 articles en stock pour Mhm. pousser à l'achat sans réflexion. Donc voilà, si c'est juste une information et que ça permet de guider le consommateur, c'est bien. Si c'est de l'information trompeuse et des techniques de vente agressives, et généralement on est dans le schéma. Ok. Information lacunaire sur les droits des consommateurs, donc Ok. notamment sur le droit de rétractation, sur les modalités de retour ou les remboursements. Aujourd'hui, il y a quand même un flou sur de nombreux produits. Et donc, en tant que consommateur, je ne sais pas comment je peux me retourner. Et donc, c'est pas forcément aligné avec les règles en vigueur Ok. sur l'Union européenne. L'étiquetage abusif, certains produits sont mis en avant avec des caractéristiques exceptionnelles notamment, alors que parfois euh, c'est de simples exigences légales. D'accord. Donc voilà, parfois il y a cet aspect-là, un avantage qui est mis en avant, et donc là c'est d'être aussi plus aligné. Ok. Éco-blanchiment, donc ce qu'on appelle greenwashing, Ok. Chine qui fait des déclarations environnementales non fondées ou exagérées sur ses produits. Ok. Donc voilà, on est sur beaucoup de thématiques où va falloir définir où est la Ouais. ligne. Pas forcément de ligne, ouais, de cadre, C'est effectivement. c'est là où c'est un peu le sujet. Sur certains éléments qui peuvent être les rabais, bah ça peut être pragmatique, mais après, sur technique de vente agressive, comment on définit qu'une technique de Oui. vente est agressive, comment on définit du greenwashing, et d'abord c'est Chine, ces acteurs-là, mais est-ce que ça sera applicable à d'autres entreprises qui peuvent être des entreprises européennes? Donc voilà. Et après, le sixième élément, c'est manque de transparence sur les contacts pour contacter Chine, notamment en cas de litige ou de demande d'information. Il y a pas la possibilité. Et donc là, pareil, ça viole les obligations d'information claires imposées par le droit européen. Donc Ok. là, au moins, c'est factuel. Il y a plusieurs règles au niveau européen qui sont en place. Ils ne les respectent pas. Il faut les remettre en conformité. Et il faut protéger les consommateurs en voyant si leurs pratiques commerciales Mhm. et marketing ne sont pas basées sur des promesses fallacieuses ou des mensonges. Ouais, des gros sujets quand même, hein. Si grosses thématiques. Ça va pas chômer, hein, chez Shein, à mon avis, dans les prochaines semaines. Et justement, c'est quoi la prochaine étape pour Shein pour se mettre en conformité? Et combien de temps, ils ont devant eux aussi pour, mettre ces règles, en application? Oui, alors pour le moment, il y a une mise en demeure qui a été effectuée, et donc ils ont à peu près un mois pour réagir. OK. Sinon, bah, ils vont s'exposer, je pense, à des amendes et Mmh. derrière avec des intérêts. Donc, ils disposent maintenant un mois pour répondre officiellement à ces accusations, OK. proposer des engagements correctifs. Donc, ils ont tout intérêt, bien sûr, à le faire pour pas être bloqués. Et donc, si la mesure est jugée insuffisante, les autorités pourraient engager des nouvelles actions, OK. notamment des actions coercitives à des échelles nationales et internationales. euh, ou également intégrer des sanctions financières qui peuvent être calculées sur le chiffre d'affaires généré dans les pays concernés. Donc OK. voilà, c'est bien parce que déjà ça bouge. Un mois, c'est super court, quoi. Voilà, Ouais. généralement, Ça va vite, hein. on se questionnait un peu sur le délai des mises en place C'est des ça, ouais. actions. Donc voilà, je pense qu'il faut être ferme, il faut envoyer ce signal-là. Chine, de par ces mesures-là, ils ont des mesures qui sont euh, impactantes et bien sûr qui les favorisent dans leur développement de chiffre d'affaires, mais aussi le mal qui est causé, c'est par rapport à toutes les autres Mmh, mmh, entreprises mmh. qui ne peuvent pas se positionner face à un tel acteur qui est aussi agressif. Ouais, ouais. Donc je pense qu'il faut être assez clair sur la position européenne pour protéger certaines entreprises. Parce que s'il y a des mesures qui sont mises en place d'ici 10-12 mois, en fait, il y a certains acteurs, et notamment des acteurs e-commerce, Mmh. qui sont déjà en difficulté aujourd'hui. C'est sûr. C'est Donc, ce que tu dis. la situation de difficulté peut encore se creuser. Donc voilà, je pense que il faut réagir avec fermeté et rapidité, sans le faire dans l'urgence,
pour structurer quel e-commerce on veut demain en France et en Europe. OK, donc il y aura une mise à jour, on va dire, de cette mise en demeure, très bientôt donc puisqu'il Shein a 1 mois pour, proposer, des ajustements, et un plan à ce sujet-là. Donc on vous tiendra informé évidemment de cette mise à jour. Peut-être dernière question pour toi Nicolas avant de clôturer, cette revue d'actualité. Mais au final, est-ce que Shein, c'était pas presque juste un exemple au final? Comment est-ce que toi tu vois évoluer les choses à ce sujet? Les réglementations des marketplaces et cetera, puisque ça englobe évidemment d'autres acteurs, tu viens de l'évoquer, mais voilà, comment tu vois un petit peu évoluer, les choses à venir? Ouais, c'est une très bonne question. Comme toujours, question large pour finir. La question, tu parles de place de marché et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on décide aujourd'hui, d'empêcher Chine, alors qu'on a laissé Amazon, se développer, durant une vingtaine d'années, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Alors que en termes de positionnement, de produits, il y a beaucoup de produits chinois, les prix, Mmh. ils sont extrêmement bas, donc en termes de concurrence et en termes d'impact économique, c'est énorme. Hem, donc voilà, Ça rabat un peu les cartes. ça rebat un peu les cartes. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut agir là sur ce cas-là, parce que là, c'est trop agressif dans le cas de la fast fashion et tout. Pour toute une industrie, il faut en remettre des codes. Et puis après, il y a une réflexion qui est un petit peu plus globale sur l'ensemble des secteurs en disant comment on voit le commerce de demain? Quelles sont les règles du jeu qu'on veut mettre en place? Mmh. Et il faut que ces règles elles soient claires et lisibles et aussi partagées par l'ensemble des acteurs. Parce que si je suis un acteur, français, une entreprise, mais qui n'a pas la capacité, d'être aussi agressif qu'un Chine en termes de prix, en termes de marge, et ben, en fait, l'ensemble du commerce, demain sera effectué, en dehors de la France. Donc OK. est-ce qu'on veut encore des industries qui produisent, des vêtements, des produits en France? Oui, la main-d'œuvre en France a un certain coût, mais il faut la protéger et il faut protéger ces beaux projets, ces beaux produits. Mmh. Et je pense que ces questions, se posent sur de nombreuses industries, hein, avec des forts savoir-faire, que ça soit, dans le luxe, il y a Bernard Arnault qui est intervenu, Michelin, le PDG de Michelin aussi qui est intervenu. Bref, il y a des industries, historiques françaises avec des vrais savoir-faire, mais qui se retrouvent aujourd'hui, confrontées à une concurrence, heu, internationale. C'était déjà le cas, mais là, on est plus sur ce qu'on appelle du dumping. Ouais. C'est de proposer des prix, extrêmement faibles pour casser un marché et récupérer, le maximum de parts de marché. Mmh. Et donc ça, dans le droit du commerce, c'est illégal. Mmh. Hem, donc voilà, on l'a toléré parce que le e-commerce, on s'est dit, voilà, c'est un outil, extrêmement libéral et qui doit donner la possibilité de se développer au niveau mondial très rapidement. Mais au final, on se rend compte que ça affaiblit beaucoup d'entreprises, françaises Mmh. et que ça éduque les consommateurs dans une mauvaise direction. Ouais. Donc il faut ramener un petit peu de normes, et sur toutes ces réflexions-là, c'est de dire, un produit, il doit avoir un coût, raisonnable. La logistique, quand je commande en Chine, ça peut pas être moins cher que quand, je me fais livrer, à 1 heure de chez Mmh. moi. Ouais, ouais. Quoi, voilà. Il faut qu'on rationalise les coûts parce que sinon les consommateurs, ils vont jamais comprendre et notre économie va être portée vers une direction qui n'est pas en phase avec les enjeux actuels, les enjeux environnementaux, les enjeux, sociaux. Et c'est en ça que c'est, un appel d'air quand on voit, tout ce qui est économie circulaire pour se dire: «Ah OK, on peut se développer dans ce sens-là», et je pense que c'est une conviction, qu'on partage chez E-Commerce Nation Mmh. en disant, «OK, il y a des entreprises européennes, elles peuvent vraiment créer de la valeur sur ces nouveaux modèles-là, proposer de la location, de la réparation, de la seconde main, parce que ça va créer plus de valeur et avec le savoir-faire qu'on a en Europe, et ben, on peut augmenter Mmh. la longévité de ces produits, que ça soit, dans le high-tech, que ça soit, dans la mode». Bref, il y a Mmh. des opportunités et c'est ça qui est intéressant et peut-être c'est le message qu'on peut adresser aux Exactement, ouais. e-commerçants, pour finir, ce format-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, que ce soit avec l'intelligence artificielle, l'économie circulaire, des acteurs chinois. Heu, voilà, beaucoup de messages qui peuvent être, impactants et difficiles pour, votre business, mais c'est aussi des opportunités derrière en se disant: «Ah OK, comment je peux réfléchir mon nouveau modèle
pour répondre aux nouveaux besoins et continuer de développer mon activité. Très bien, bah, merci, Nicolas pour ton analyse et ton commentaire de ces, 2 actualités. On a parlé de Vinted qui est devenu qui est le premier vendeur de vêtements en France devant Amazon et Kiabi, hein, via le baromètre. Et puis, dans un second temps, on a parlé donc de Chine, épinglée, comme on l'a dit dans notre titre sur e-commerce nation, par la Commission européenne. Ça va bouger dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, on vous tiendra informé de tout ça. Dites-nous, vous aussi, en commentaire de cette vidéo, voilà, est-ce que ça vous impacte? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez sur votre marché à ce niveau-là? On entend parler d'écologie, la seconde main. Voilà, dites-nous un petit peu votre ressenti à ce sujet-là. Merci une nouvelle fois, Nicolas. Je te propose qu'on parle rapidement de Spring, notre partenaire sur cet épisode. C'est OK pour toi? Ouais, parfait. Et du coup, bah, c'est le moment de rappeler, pour moi, l'intégration simplifiée et rapide que propose Spring, aux plateformes e-commerce et aux plateformes d'expédition. 3 points, hein, tout simple pour, intégrer, ces services. Tout d'abord, ça vous permet de démarrer dès aujourd'hui, hein. L'intégration est simplifiée et permet donc de commencer vos expéditions le jour même. Ça, c'est quand même un gros avantage. Ça vous permet aussi de rationaliser votre logistique, générer facilement des étiquettes à partir de votre système préféré et puis, évidemment, vous êtes informé des événements de suivi des expéditions. Et enfin, ça simplifie votre administration. Vous faites tout par rapport à vos expéditions internationales à partir de votre système ou du portail Spring GDS. Voilà, tout en un, tout facile et tout rapide. On vous met évidemment un lien pour découvrir tout ça et un autre pour découvrir Spring GDS de manière générale pour vos expéditions à l'international. Est-ce que tu as un petit mot pour Spring, Nicolas, avant de conclure ce JDE? Oui, un partenaire, voilà, on a parlé beaucoup d'international et donc Ouais, c'est un partenaire souvent. important dans votre accompagnement international. Mhm. Donc si vous avez, des projets, je sais qu'ils ont une vision, 360 Mhm. de ces flux e-commerce, que ce soit au niveau européen et niveau mondial. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien échanger avec, des conseillers, Mhm. que ce soit Spring GDS ou d'autres acteurs, transporteurs pour comprendre un peu les dynamiques, internationales à chaque fois sur tel ou tel semestre. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour voir un petit peu sur votre secteur comment ça se développe à l'international. Très bien, le message est passé. On arrive au bout de ce journal du e-commerce, comme chaque semaine, hein. Merci à vous de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et à suivre aussi en podcast ce concentré d'informations. Et comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur e-commercenation.fr directement ou via notre édito qui sort chaque semaine avec toutes les actualités qu'on propose sur notre média. Merci beaucoup, Nicolas, et à la semaine prochaine, évidemment. Avec plaisir. Merci à toi, Nicolas, et merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.